ce que nous avons combattu, car nous l'avons combattu pendant ces années, c'est le chemin des illusions. Ceux qui conduisent une campagne électorale avec la seule idée de dire à tous les publics ce qu'ils ont envie d'entendre ou qu'ils croient, car je crois que c'est une erreur, et qu'ils croient qu'ils ont envie d'entendre. Leur manière de gouverner est très facile et nous la connaissons bien. Ils prennent tous les sondages, ils voient ce que sont les demandes de chacune des catégories de la population et ils proposent à chacun ce que chacun demande, qu'importe que ce soit crédible. Alors moi je veux dire devant vous simplement qu'il n'est pas vrai, je dis ça en m'adressant à François Hollande, il n'est pas vrai qu'ils créeront 60 000 postes d'enseignants, ça n'est pas vrai et ça ne se fera pas, c'est moi qui ai l'éducation nationale politique. Il n'est pas vrai qu'ils vont créer plusieurs centaines de milliers d'emplois d'avenir comme ils disent. Ils font croire aux jeunes qu'ils vont le faire et ils ne le feront pas. Et c'est une trahison de l'heure. Il n'est pas vrai qu'ils vont avoir les moyens d'augmenter toutes les allocations, de créer des allocations nouvelles pour les étudiants. C'est une promesse qu'ils font, c'est une illusion qu'ils défendent. Et ceci débouchera un jour sur de dramatiques désillusions. Et donc, ce n'est pas vrai. Et ces illusions-là, elles nous ont fait tellement de mal par le passé qu'il est de notre responsabilité de nous adresser à notre pays en disant « Attention, on est en train de vous leurrer, mais de ce leurre-là, vous ne vous relèverez pas. » Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est au moins aussi grave, peut-être encore plus grave, qui est de choisir ou de proposer aux Français le climat de la division, de proposer aux Français le climat de l'excitation d'une partie de notre peuple contre une autre partie de ceux qui vivent sur notre sol, dont la plupart ont des enfants qui vont à l'école sur les mêmes bancs, de chercher tous les sujets les plus passionnels, ceux qui peuvent flamber le plus. Et c'est ainsi que dans la campagne électorale, dans un pays pour qui le chômage, les déficits, la dette, l'appauvrissement des familles, les petites retraites, les salaires qu'on n'arrive pas à augmenter, devraient être le logement, l'école, l'université, la recherche, devraient être les questions qui occupent le devant de la scène dans la campagne électorale, on n'a rien trouvé d'autre que d'aller chercher des affaires de boucherie, des affaires d'abattoirs, des affaires parce qu'ils ne croient pas que ce soit le bien-être animal qui les préoccupe. Si c'était le bien-être animal, je comprendrais qu'on puisse avoir des débats, encore que pour savoir à peu près ce qui se passe dans un abattoir, ce n'est pas réellement le lieu du bien-être animal. Mais si c'était le bien-être, on pourrait discuter, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des méthodes d'abattage rituel de l'islam qu'il s'agit. Ce n'est pas des méthodes d'abattage rituel de la communauté juive qu'il s'agit. C'est de montrer du doigt ces parties de notre peuple, ou ces femmes ou ces hommes qui vivent sur notre sol, pour que la passion publique s'excite contre eux. Eh bien, cette division-là, et encore nous l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Des républicains, au bout du compte parce que nous sommes des humanistes, et au bout du compte, et enfin, parce que nous connaissons bien l'histoire et que nous savons qu'il n'y a aucune possibilité pour un peuple de se redresser dans la crise si profonde dans laquelle on nous a amenés. Il n'est aucune possibilité de se redresser si on le divise et si on excite la haine en son sein.
c'est vrai, on me le reproche quelquefois, et j'accepte le reproche. Je suis quelqu'un qui a un idéal. Nous aussi. Et vous aussi. Je suis quelqu'un qui croit que dans la vie, les valeurs... Oh, c'est pas difficile de définir les valeurs. Les valeurs, c'est ce qu'on a de plus précieux à transmettre aux enfants. C'est ça, les valeurs. C'est quand tu t'en iras, qu'est-ce que tes enfants garderont de toi? Qu'est-ce que tu leur auras donné? Et qu'est-ce qu'ils pourront à leur tour transmettre à leurs enfants? Les valeurs, au fond, c'est la trame vivante d'un peuple et la trame vivante d'une famille. Je suis quelqu'un donc qui croit que les valeurs, c'est plus important que tout. Je suis quelqu'un qui croit que les valeurs, c'est plus important que les idéologies, plus important que les programmes, que les valeurs, c'est nos raisons de vivre. Bravo. Ouais. J'accepte tout à fait le reproche qui parfois m'est fait d'idéalisme. Je pense que sans idéal, on ne peut pas vivre. Ni dans une famille, ni dans un peuple, ni dans une nation, ni dans une Europe comme celle que nous avons formée. On ne peut pas vivre. On n'a plus de raison de vivre. Mais je voudrais que vous me croyiez. Ça n'est même pas au nom des valeurs que je stigmatise et condamne cette politique absolument réfléchie, voulue, volontaire, de division de notre pays. Ça n'est même pas au nom de la morale. Ça n'est même pas au nom de la République. C'est parce que si nous acceptons qu'on introduise le poison de la division à l'intérieur de notre peuple, il n'est aucune possibilité pour lui de répondre aux difficultés qu'il traverse, de corriger les erreurs que nous sommes, de se redresser et de se ressentir. Vous savez bien ce qui se passe quand, dans un pays comme le nôtre, il y a la guerre. Et c'est une sorte de guerre que nous sommes en train de vivre. Ceux qui s'imaginent que les années qui viennent sont des années où on pourrait continuer à être, comme d'habitude, dansant et sifflotant, cela se trompe beaucoup. Ce n'est pas une guerre avec des bombes, mais c'est une guerre qui va nous mettre en difficulté autant et davantage, qui va mettre en difficulté notre modèle social autant et davantage, notre modèle républicain autant et davantage que ne le fait la guerre violente. Quand il y a une guerre, la première chose qu'on fait, la première des choses à laquelle on appelle, c'est l'union nationale. On dit, vous tous qui avez été au cours des années si différentes, vous tous qui vous êtes au cours des années affrontés, vous tous qui parfois au cours des années vous êtes détestés, maintenant il est temps d'unir nos forces, d'organiser au sein de notre peuple la seule réponse possible qui est celle de son unité pour sortir des difficultés où nous nous trouvons et pour que nous soyons dignes des plus jeunes qui nous regardent et nous attendent. C'est la seule réponse qu'on puisse apporter. Eh bien, nous allons combattre de toutes nos forces les démons de la division du peuple français, et nous allons de toutes nos forces défendre auprès de lui l'idée que c'est l'unité qui nous sauvera.
nous serons dans cette élection les porteurs de l'unité nationale qui seule permet de s'en sortir. Alors, si j'accepte d'être idéaliste, je ne suis pas pour autant angélique. Je sais très bien qu'il y a des forces, qu'il y a des organisations, qu'il y a des pulsions qui sont en contradiction même avec l'idée que nous nous formons de l'avenir. Mais j'affirme devant vous que parmi les grandes familles démocratiques et républicaines de notre pays, et je dis ça à Toulouse, au cœur du Sud-Ouest, il y a suffisamment de points de concordance, de points de ressemblance, de points d'accord profonds pour que demain la France puisse se réunir en son gouvernement, faire en sorte que demain, ceux qui gouvernent la France ne soient plus en guerre civile avec une autre moitié du pays, qu'ils se réunissent pour agir. Et c'est cette unité nationale qui est celle qu'au fond nous apportons à notre pays au moment de l'élection présidentielle de 2012. La division, combattre les divisions, refuser cette facilité électoraliste qui consiste à aller chercher des voix en excitant ce qu'il y a de plus intolérant ou de plus méchant, parfois de plus haineux dans les êtres humains que nous sommes. Le refuser et le combattre. Et si j'ai bien suivi l'actualité de ces dernières heures, alors je vois bien que nous ne sommes pas seuls. Je vois bien qu'il y a dans la vie politique française, et qu'il y a y compris au sein de la majorité, des femmes et des hommes qui refusent de se laisser entraîner dans cette dérive. Des femmes et des hommes qui sont des républicains, des femmes et des hommes qui partagent l'essentiel du socle de valeurs que nous défendons, des femmes et des hommes qui sont des démocrates, des femmes et des hommes qui, avec nous et comme nous, sont des humanistes. Eh bien, je dis que le moment est venu pour toutes ces femmes et tous ces hommes de ne pas rester simplement dans la réticence, ou dans le regret, ou dans la protestation. Il est temps qu'ils se réunissent, il est temps qu'ils aillent au bout des convictions dont ils viennent de montrer qu'ils sont capables, et que tous ensemble, nous bâtissions l'avenir républicain, l'avenir démocratique, l'avenir humaniste. Ils ont montré à ce samedi qu'ils existaient, qu'ils savaient résister aux pressions qu'on faisait sur eux. J'y vois un signe d'espoir, et j'y vois en tout cas la preuve que ce que nous disons depuis longtemps est vrai. Ça n'est pas parce qu'on n'a pas la même carte de parti dans la poche qu'on n'est pas capable de croire les mêmes choses et demain de faire ensemble les mêmes choses. Et c'est un appel, bien entendu, qui est lancé, non pas seulement à des hommes politiques ou des femmes politiques de premier plan, c'est un appel qui est lancé aux citoyens. Ils voient bien, les citoyens, quand ils voient se multiplier les déclarations que nous avons entendues, les protestations que nous avons entendues, les résistances et les réticences que nous avons entendues. Ils voient bien qu'il se passe quelque chose qui est infiniment troublant pour l'essentiel de ce que nous croyons. Eh bien, ce sont ces femmes et ces hommes, ces citoyennes et ces citoyens-là, qui vont en effet, comme c'est dit dans beaucoup de déclarations, bâtir, construire, créer la surprise qui se prépare dans notre pays pour les semaines qui viennent et qui vont permettre de changer le destin de l'élection présidentielle du mois d'avril et du mois de mai 2010. Et c'est en quoi, en effet, le vote que nous leur proposons est le seul vote utile disponible au moment du premier tour et du deuxième tour de l'élection présidentielle.
que de remettre les prédécesseurs à la place des successeurs. C'est un vote, au fond, sans conséquence. On sait que la France sera gouvernée exactement de la même manière. On sait qu'ils ont tous la même idée du pouvoir. Et on le sait pour une raison absolument indiscutable, c'est qu'ils ont exercé le pouvoir en faisant les mêmes erreurs, en acceptant les mêmes dérives, en conduisant le pays à la même impasse. Eh bien, c'est de cela que nous voulons sortir. C'est les deux impasses que nous refusons. L'impasse de l'illusion et l'impasse de la division. Et c'est cela que vont avoir entre les mains les électrices et les électeurs dans quelques semaines. C'est cette question qui va leur être posée. Ou bien faire comme à l'habitude, comme on voudrait les obliger, comme on prétend que c'est inéluctable, comme on affirme que ça ne peut pas être autrement, et se retrouver avec le deuxième tour affiché à l'avance, comme s'il n'y avait pas de débat au sein de notre peuple, comme s'il n'était pas besoin de premier tour, comme si on les convoquait pour rien, puisque on leur expliquerait que la décision est prise et le deuxième tour défini. Ou bien choisir d'échapper à ce mécanisme qui leur enlève la liberté, leur liberté de citoyen, et faire encore mieux, changer pour toute la période qui va s'ouvrir la manière dont notre pays se gouvernera, la manière dont sa démocratie est organisée. Et c'est cela que nous leur proposons. Nous avons en face de nous, parfaitement identifié, le candidat de la division et le candidat de l'illusion. Et même nous avons sur les bords les candidats de l'extrême division et les candidats de l'extrême illusion. Et moi, à ma place, le seul choix qui puisse écarter ces deux risques, parce que nous sommes le seul choix qualifiable au premier tour et qui peut remporter le deuxième tour. Extrêmement simple. Écarter au premier tour le candidat de la division et écarter au deuxième tour le candidat de l'illusion. Écarter au deuxième tour François Hollande. Faire en sorte que les Français se choisissent un destin différent et donner à la France la seule chance possible de trouver un avenir qui ressemble réellement à ce qu'elle attend, à ce dont elle a besoin et à ce que je crois, et à ce dont je crois elle a profondément envie. Au premier tour, écartez l'un, au deuxième tour, écartez l'autre, et je n'ai pas d'objection si vous voulez changer l'un et l'autre.